Vous êtes toujours dans Niwa de Soir sur Niwa d'Info 1. Bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission de débat de l'actualité socio-politique, économique, voire culturelle. 4 sujets au menu de regard croisé du jour. Les progrès dans les discussions à Luanda, en Angola, sur les désaccords entre la RDC et le Rwanda. Les conclusions du dialogue politique national au Sénégal. La présidentielle en vue au Gabon, puis nous chuterons avec le Togo, la censure des œuvres artistiques en désaccord avec les mœurs, pour ou contre, les éléments de réponse et d'argumentaire avec mes invités de ce mardi. Ils sont 3. Horus Donkovi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous êtes Charlotte. un activiste panafricain. Ouais, voilà, bon, c'est... Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à l'extrême gauche de ce plateau, Germain Pouli, bonjour et bienvenue, journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour Charlotte et bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Bienvenue à vous également. Notre troisième invité du jour, c'est Marc Ignazo, journaliste également et président, non, directeur de publication, désolé, directeur de publication de le neutre.info. C'est Voilà, bien ça. voilà. Bonjour Charlotte, bonjour à nos téléspectateurs. J'ai une pensée pieuse à tous les orphelins et vulnérables ce soir. Toutes ces dames-là qui se battent pour pouvoir subvenir aux besoins à la maison. Merci beaucoup. Merci à vous également, nos chers téléspectateurs. Tout de suite, on commence avec le sujet, le premier sujet, direction Angola. Une nouvelle rencontre s'est ouverte ce 27 juin à Luanda, la capitale du pays, pour entamer le processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda après des mois de tension. Alors, cette rencontre organisée par l'Union africaine, messieurs, quelles sont vos attentes quant aux avancées dans les discussions pour régler donc ces tensions qui perdurent entre la RDC et le Rwanda, Horus? Alors, l'attente serait que, au niveau des pays de la sous-région, on puisse s'acheminer sur l'énoncé des réels problèmes et sur des pistes de résolution du conflit. Je pense que le Congo a été assez éprouvé et je pense que dans la sous-région, on a pu un tant soit peu mesurer les limites qu'il y avait lorsque l'on soumettait les différents défis qu'il y a dans cette région-là à la communauté internationale. Euh, on a espéré, et cela depuis le début des indépendances de la RDC, que on pourrait s'acheminer sur un Congo stable. On pourrait obtenir un Congo stable, un Congo démocratique, un Congo qui puisse s'épanouir et profiter à tout le continent. Malheureusement, on a des situations d'instabilité qui sont récurrentes et je pense qu'il appartient aux personnes de la sous-région de s'asseoir et de pouvoir traiter le problème. Après, mon ressenti est, disons, à mon avis, la raison pour laquelle on n'arrive pas à résoudre le problème congolais, c'est que je pense que euh, le problème du Congo, c'est le problème d'une histoire qui a purulé et dont on n'a pas résolu un certain nombre de litiges. Les frontières qui sont les nôtres sont des frontières coloniales. Les populations sont des populations qui souvent sont régionales, donc elles chevauchent les concepts de frontières. Le fait colonial a provoqué le déplacement des populations, a provoqué de force parfois des mixités de populations, a déplacé parfois des populations. Et je pense que euh, pour résoudre le problème congolais, on ne peut pas mettre de côté l'histoire du Congo, c'est-à-dire à partir de son accession aux indépendances, euh, tout ce qu'il y a eu au niveau de sa construction en termes d'État, la dictature de Mobutu à la suite, les événements avec Désiré Kabila. Par exemple, quand je prends le cas de Laurent Désiré Kabila, mais c'est une personnalité qui est déjà là à l'époque des indépendances. Et qui d'ailleurs est un lumumbiste, donc ça renvoie à Lumumba. Donc il y a tout un passif, à mon sens, qu'il faut traiter.
le défi en termes de population. Les populations, quand on prend le cas du Rwanda, l'histoire du Rwanda, l'histoire du Burundi, l'histoire de l'Ouganda, pourquoi un certain nombre de populations ont dû se réfugier, constituer parfois des minorités au sein du Congo, et se sont parfois révélées être des, comment dirais-je, comment on appelle, des zones arrières qui ont constitué, disons, qui ont permis euh, de déstabiliser. Il y a plein de choses. Il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir vraiment aller au fond des choses. Et je pense que si on le prend de façon parcellaire à chaque fois en disant, OK, d'accord, on va juste régler le problème de ces 5-10 dernières années, on n'y arrivera pas parce que on n'a pas traité le noyau. Il faut traiter le noyau du problème. C'est quand même un conflit qui dure depuis plus de 30 ans et c'est un nouveau round des discussions qui s'est ouvert ce mardi à Luanda. La conférence, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté de développement de l'Afrique australe, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, toutes ces organisations de l'Union africaine sont réunies à Luanda. À quelles avancées doit-on s'attendre cette fois? Oui, je pense qu'il y a un renfort à ce rang de Luanda. Il y a eu plusieurs rencontres déjà parce que le président angolais a été choisi comme médiateur de l'Union africaine. Et généralement, il était avec le facilitateur des États de l'Afrique de l'Est, donc l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Mais les choses n'ont pas beaucoup bougé à la dernière session de l'Union africaine. Le Congo, la RDC, donc, était l'un des sujets majeurs et il était normal donc, qu'au prochain round, toutes ces organisations-là se mêlent à la danse donc, pour espérer obtenir des résultats concrets. En face, il y a un refus catégorique du Rwanda déjà d'accepter le fait qu'il soutient donc le M23, malgré tous les indices, malgré tous les rapports, et récemment un rapport des Nations Unies aussi qui a insisté sur ce fait. Donc ça n'avance pas beaucoup et aujourd'hui l'espoir c'est que toutes ces organisations réunies puissent tenir un langage de vérité donc aux voisins du Rwanda. Bon, c'est vrai langage de vérité pour situer peut-être les responsabilités? Oui, situer. Bon, je pense que les responsabilités sont déjà situées aujourd'hui. Maintenant, peut-être qu'on n'arrive pas à établir un lien direct entre le M23 et le Rwanda, mais Tshisekedi a toujours accusé le Rwanda. Il a tenté comme il pouvait, déjà dans un premier temps, d'avoir des accords économiques, de choisir d'être ami avec le Rwanda en espérant que cette posture-là allait faciliter les choses. Ça n'a pas été. À l'approche des élections, je crois que le président sortant est surtout contesté sur sa gestion des problèmes sécuritaires qui se sont aggravés, pas seulement avec le M23, mais avec d'autres groupes armés aussi qui sévissent dans... les ADF, parce que justement les autorités congolaises soutiennent toujours que c'est justement les groupes armés, notamment le M23 et les ADF qui sabotent ces processus de Luanda. Quelles sont vos analyses, Marc? D'abord, vous savez, j'aimerais dire ceci. Quand nous prenons le problème de RDC et Rwanda, c'est-à-dire le M23, d'abord, je pense personnellement que l'Angola ne peut pas résoudre ce problème-là. Le président angolais ne peut pas résoudre ce problème-là. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord que le Rwanda, le président rwandais, puisse donner son quitus. Le M23 est soutenu par les États-Unis. Et donc, du coup, c'est le Rwanda qui est en première position. Mais laisser le Rwanda de côté et aller chercher ailleurs quelqu'un, facilitateur, un diplomate pour venir résoudre le problème, ça serait difficile. C'est le premier point. Le deuxième point est M23 en train de réclamer quelque chose. Aujourd'hui, M23 a déjà posé ses bases. Et vous n'êtes pas sans savoir que les décideurs de M23 sont en train d'occuper des vastes régions. Et donc, dans le nord de la RDC. Et donc, du coup, c'est le problème, le nœud du problème,
c'est de dialoguer avec le président rwandais pour trouver la solution. Mais aller chercher un facilitateur ailleurs, je pense que c'est déjà faux. Au risque de conflit, là, le Rwanda, Kigali est mis de côté ou refuse de participer aux discussions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... alors, c'est vrai que je rejoins quand même Marc sur le fait que c'est utopique de pouvoir prétendre à des accords de paix si le Rwanda n'est pas impliqué. Ça, c'est une vérité. Parce que le Congo, bien que vaste, et bien qu'important pour le continent, n'a pas les moyens d'un affrontement frontal avec le Rwanda, et ça s'est vu. Et après, ce qui est vrai aussi de la part des Congolais, quand les Congolais réagissent, c'est qu'effectivement, la déstabilisation du Congo, c'est très largement prouvé que cela vient du Rwanda. C'est très bien largement prouvé que un certain nombre de minerais transitent par le Rwanda pour être vendus à l'extérieur, et que le Rwanda, d'une certaine manière, s'est construit avec, comment dirais-je, des bénéfices tirés de tous ces trafics-là. Donc, à un moment, comme je dis, il faut poser les bases, parce que la vérité, c'est que Kagame lui-même, le président Kagame lui-même, est un ancien rebelle. Prenez le président Museveni, lui-même est un ancien rebelle. Oui. Quand vous prenez toutes les rébellions, entre griffes, qui se sont déroulées en RDC, mais ça venait toujours de la même zone. Comment dirais-je, Laurent Désiré Kabila, dans son avancée, parce qu'ils ont fait une avancée où ils ont failli conquérir à un moment tout le Congo, une certaine période. À l'époque, on venait d'assassiner Lumumba, et on s'opposait à Mobutu, qui d'ailleurs, justement, là je rejoins Marc, a été soutenu... À l'époque du Congo-Zaïre. Voilà, au Congo. À cette époque-là, Mobutu, lui, a été soutenu par les Américains. Et donc, c'est vrai que lorsque l'on prend ce qui se passe au Congo, je trouve qu'il est important que les acteurs de la sous-région se rejoignent, et que de façon franche et directe, on puisse énumérer les problèmes et les résoudre. Mais surtout, il faut que, au niveau de l'opinion, on comprenne bien quand même que, bien qu'on parle souvent des acteurs régionaux dans le conflit du Congo, c'est aussi une déstabilisation quelque part orchestrée de l'extérieur. Je vais donner une anecdote. L'uranium utilisé pour les bombes atomiques de Nagasaki et de Hiroshima, c'est de l'uranium congolais. Ça, dit comme ça, c'est anecdotique. Mais pour ce que l'on sait du monde, notamment avec les turbulences actuelles, c'est que je pense qu'on est largement édifié sur le fait que toutes les recherches, toutes les richesses qui sont sur le continent sont convoitées. On ne laissera pas donc les richesses du Congo aller dans les mains d'autrui. En particulier quand on sait qu'il y a les Chinois, il y a les Russes et un bon nombre de pays. Donc oui, il faut une discussion sous-régionale, franche, où il y a les acteurs que sont le Rwanda, que sont l'Ouganda, que sont le Burundi, et les autres régions qui sont l'Angola, le Cameroun, le Congo, je dirais même le Gabon, parce que tous ces pays en réalité ne peuvent se permettre une déflagration du Congo. Le Congo, c'est un territoire qui s'est construit, comme on le sait, sous l'initiative de Léopold II, mais après, c'est un territoire vaste, riche et énormément convoité. Et la convoitise ne remonte pas juste à l'indépendance, elle remonte beaucoup plus loin. Et il va falloir qu'à un moment, les gens de la sous-région s'asseyent et posent sur la table les vrais défis. Un pays riche et qui connaît également une insécurité grandissante, vous le soulignez très bien. Germain Pouli, justement, ma question aujourd'hui, la question sécuritaire au Congo préoccupe les Congolais, mais également tous les Africains et le monde entier. La RDC qui demande aujourd'hui le départ total de la MONUSCO d'ici décembre à l'élection présidentielle, mais est-ce que le pays aujourd'hui est capable de réunir toutes les conditions minimum pour prendre le relais, l'armée nationale, et pour assurer le départ, l'après-départ de la MONUSCO? Et c'est la bonne question, parce que déjà, le M23 n'est qu'une milice, si on peut le dire, et l'armée congolaise, on le constate déjà, est incapable de faire face au M23 qui, selon certains analystes, pourrait être aussi armé ou plus armé que l'armée de la RDC, ce qui paraît anormal. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une étape préélectorale et tout se joue autour de des questions sécuritaires beaucoup plus. Tous les candidats
attaque Tshisekedi sur ce point. Il a envie de se dresser depuis un temps en chef de guerre qui tient tête au Rwanda, au M23, et il veut se rebâtir une certaine popularité donc, qui pourra lui être utile au moment de cette élection. Mais la vérité est que l'armée de la RDC est incapable. Il y a eu des dispositions qui ont été prises, il y a eu des chefs militaires qui ont été nommés dans plusieurs provinces dans cette zone-là. Il y a eu des déploiements de l'armée, mais tout ça n'a pas empêché que les exactions se poursuivent sur les civils et que la reconquête aussi de certains mouvements comme les M23 se poursuivent. Donc, demander au MINUSMA et au MINUSCO, j'allais dire, parce qu'à la MINUSCO, j'allais dire de partir. C'est une bonne chose, les Maliens aussi réclament la même chose en ce moment, mais est-ce que on pense que cette armée congolaise pourra faire le travail? On a parlé de l'intervention d'une force régionale. Depuis, c'est une force qui n'est pas prête aussi à se battre sur le terrain, donc elle va aussi se comporter comme la MINUSCO, quelque part. Et donc, à mon avis, il n'y aura pas un grand changement, à moins que de l'intérieur, les Congolais s'organisent. C'est vrai qu'il y a eu des appels à la mobilisation et tout ça, et que de l'intérieur, on constitue une force, aussi bien les volontaires que l'armée, pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Maintenant, c'est un pays très vaste. C'est un pays qui partage des frontières avec plusieurs pays. Et donc, toutes ces rébellions-là ont comme repli stratégique donc tous ces pays qui doivent forcément se réunir et marquer leur accord et leur engagement, parce que tout ça, toutes les opérations ne se font pas sur la terre congolaise. Les gens viennent, ils agissent, replient. Et parfois, ils vont et ils conquièrent certaines zones. Et donc, aujourd'hui, on a une armée qui ne rassure pas, qui ne peut pas dire aujourd'hui que si les soldats de la paix s'en vont, serait capable de sécuriser le territoire. Je pense que le prochain président, si c'est Tshisekedi, c'est de travailler à mettre en place une armée nationale capable de défendre l'intégrité, parce que c'est quand même incompréhensible qu'une milice, quelle que soit sa capacité, depuis des années, mette en déroute toute une armée d'un grand pays comme la RDC. Après, c'est vrai, on a beau accuser les voisins d'être complices de cette situation, mais je crois qu'il faut que les Congolais se réveillent et prennent les choses en main, d'abord, militairement au niveau de la reconstruction de leur armée, et après éventuellement donc attendre des appuis extérieurs. Après aussi, l'autre réalité, Russe le disait, c'est qu'il s'agit aujourd'hui d'une instabilité générale en Afrique. Il y a des zones où elle était pérenne, mais il y a de nouvelles terres où elle s'installe, et elle a pour objectif aussi de nous détourner du développement, de créer des zones de non-droit où certains groupes peuvent s'enrichir comme ils veulent, et les multinationales qui sont aussi derrière ces groupes-là peuvent venir se servir assez facilement donc, de toute cette richesse dont regorgent plusieurs pays africains et surtout la RDC. Donc ce qui est ici en train de se faire en Angola, je pense qu'il y aura des décisions, mais après il faut que le Congo se donne les moyens de se défendre lui-même. Il est assez riche pour ça. Il essaie de diversifier les partenariats militaires, mais ce n'est pas encore ça. Il faut travailler. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, on vote les lois de programmation militaire. On essaie de donner des moyens et des capacités supplémentaires aux armées pour travailler sur le terrain. Mais en RDC, on ne semble pas voir les choses bouger. Et tant que ce n'est pas fait, et qu'on compte sur le Kenya, l'Angola ou un certain nombre de pays pour envoyer des militaires, je crois qu'on est en train de tourner en rond. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Germain vient de dire. Le départ de MINUSCO, c'est une réalité. Il le faut, puisqu'il faut que l'Afrique soit
indépendant. Il ne faut pas que l'Afrique soit indépendante totalement, seulement sur le papier. Mais dans la réalité, il faut que ça soit effectif. Mais quand Germain parlait tout de suite, je riais. Parce que déjà, vous savez, il y a un adage connu qui dit « diviser pour mieux régner ». Le Congo, l'armée congolaise ne peut pas faire face directement à M23. Je viens de le dire, M23 est soutenu par les États-Unis qui envoient des armes très sophistiquées, des armes tellement lourdes. Maintenant, MINUSCO est là, ça n'arrive pas. Maintenant, l'armée congolaise seule peut suffire? Non. Maintenant, le problème, ce qui me fait sourire, c'est que même au sein de la population congolaise, il y a Joseph Kabila, je veux dire, oui, qui a rejoint l'autre là, Kachumbi. Les deux ont fait une coalition contre Tshisekedi. Donc, du coup, il faut dire qu'il y a déjà le problème du pouvoir et le problème sécuritaire également. Or, qu'est-ce qui est très important actuellement? C'est l'instabilité du pays. Donc, comment faire pour pouvoir résoudre le problème de sécurité? C'est ça qui est très important. Vous estimez qu'au jour d'aujourd'hui, militairement, l'armée congolaise manque d'équipements nécessaires pour faire face à la situation? Ce n'est pas que je l'insinue, mais c'est ça la réalité. Mais face aux rebelles, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et Tshisekedi même a peur. Il a peur parce que si les Congolais se lèvent aujourd'hui pour manifester... Peur que la situation sécuritaire se dégrade davantage. Il ne peut rien. Et donc, ce que moi je propose, c'est qu'il revient à lui-même de rassembler. Il ne faut pas seulement regarder le pouvoir, mais il faut également voir ce qu'on peut faire, le développement, ce qu'on peut faire. L'autre chose également pour chuter, c'est les ressources du pays. Les ressources du pays ne sont pas gérées par la population congolaise, ne sont pas gérées par le pouvoir aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui viennent pour gérer les ressources du pays. C'est ça le problème, le gros problème de l'Afrique. La RDC votera pour les élections législatives et présidentielles en décembre 2023 au Rwanda. Le bilan sécuritaire, ça va peser contre le président Tshisekedi, le président sortant? Alors, je pense que... moi, j'aime bien l'intervention de Germain parce que je pense que Germain a mis les pieds dans le plat. Parce qu'en réalité, je pense que on est tous focus sur le problème sécuritaire du Congo, mais en réalité, le problème sécuritaire du Congo, il est né et il est entretenu par l'incapacité des hommes politiques, des leaders politiques, des leaders à organiser le pays. C'est aussi simple que ça. Le problème du Congo, c'est la masse. Aujourd'hui, l'opposition se forme en coalition, une nouvelle coalition face au président. Oui, mais après le problème au Congo, c'est que c'est l'histoire de tous les pays africains. C'est que ceux qui se posent en opposant sont très exactement ceux qui ont profité de la malgouvernance dans ce pays. Ce sont des opposants qui ont été de profil, de carrière politique, qui ont été gouverneurs de certaines régions. Ils ont été gouverneurs de certaines régions, ils se sont enrichis, certains sont multimilliardaires. Ce sont des gens qui ont appuyé la dictature. Ce sont, par exemple, ce sont des gens, par exemple, qui ont participé, comment dirais-je, aux restrictions démocratiques. Je donne un exemple, on n'en parle pas, mais le Tshisekedi père fait partie des personnes qui étaient contre Lumumba et qui ont salué le fait que l'on puisse l'arrêter et qu'il puisse y perdre la vie. Donc la vérité, c'est ça, c'est-à-dire le Congo subit, mettons, plus de 60 ans de malgouvernance. On a connu une malgouvernance sous Mobutu, on a poursuivi sur Kabila, on a connu Kabila fils, on est sur Tshisekedi, et à chaque fois, lorsque vous suivez l'actualité politique congolaise, vous voyez que c'est très vénal. Je donne un exemple. On a eu le scandale des députés, avec les salaires des députés, le scandale des véhicules. On a toujours des scandales financiers. Donc à un moment, je pense que il y a quand même un travail d'introspection au niveau des Congolais eux-mêmes. Parce que la vérité, c'est que l'instabilité sécuritaire, l'organisation de l'armée, l'achat des munitions, l'élan patriotique, la conscription n'est possible que si les Congolais se reconnaissent en une gouvernance fiable, intègre et qui se projette. Et on ne voit pas. Tout ce qu'on nous annonce, c'est des prochains investisseurs qui vont venir piller le pays. Merci. Germain Fouli, pour conclure sur ce dossier, cette réunion de Luanda, c'est bon signe. Que doit-on attendre concrètement? Alors, je pense que l'Union africaine met la pression. Elle a envie de régler des problèmes. Vous savez, les critiques ont surgi récemment quand
une délégation de l'Union africaine s'est transportée en Russie et en Ukraine pour espérer faire arrêter cette guerre-là. Plusieurs voix dans l'opinion en Afrique disaient de régler. Oui, tout ce qu'on attend tous, c'est la fin de voilà. cette guerre en Donc je RDC. crois que pour l'Union africaine et ses composantes, ce rendez-vous est en même temps un défi pour dire, bon, on ne s'occupe pas que de là, on peut chercher du blé et des engrais, mais on va commencer par s'occuper sérieusement de nos problèmes. Mais après, les réalités sont là. Le Rwanda est inflexible avec les puissances derrière. Et donc, si même l'ONU fait un rapport que le Rwanda rejette, ce n'est pas l'Union africaine qui va pouvoir faire grand-chose. Mais après, comme je le disais au départ, c'est que les chefs d'État quand même arrivent à parler à Kagame. Après, c'est les intérêts comme au Rustie. Si la manne congolaise profite au Rwanda, ça va être difficile. Oui, après, parce que le Rwanda doit également se retrouver sur la table de discussion. Voilà. Un mot, ce que je voudrais dire à ta question, c'est que cette rencontre-là, je pense que ça va accoucher qu'une souris. Ça ne va rien donner. Absolument rien. Je vous le dis. Je pense que le problème de la rencontre et l'hypocrisie de la rencontre, c'est que pour pouvoir contraindre le Rwanda, il faut un élan sous-régional. Est-ce que la sous-région est prête à faire un embargo sur le Rwanda pour pouvoir sortir le Congo de ses griffes? Ils le font. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire il y a beaucoup d'inconséquences, que ce soit de la part des acteurs du pays, que les acteurs des pays sous-régionaux. Ils sont partis perdre l'argent là-bas. On restera positif. Merci à vous, messieurs, pour vos réactions. On marque une courte pause, la première pause de Regard Croisé. On se retrouve pour la suite du débat.